Donc, comme m'a dit le professeur Anon, il m'a dit, Ismaël, il faut que tu essayes de répondre à une situation qui est redoutée par les gériatres, parce que je sais que vous êtes très sensible à la 4G. 4G pour la gestion donc, des situations gore et graves en gériatrie. Et je vais essayer de vous montrer que même en matière donc, cataclysmique, eh bien, les AOD ne sont pas si redoutables qu'on pourrait le penser. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ce bazar. Bon. Donc en gros, c'est un raciste, il n'aime pas les tononiens celui-là. Moi ça a marché, hein. Voilà, bon, je vais faire à la main, Merci, je vais faire à la main. Donc, moi non plus, je n'ai pas changé par rapport à l'année dernière, j'ai toujours les mêmes liens d'intérêt, il n'y a pas de souci. Donc, comme vous l'a dit Olivier, vous avez vu que les AOD, aujourd'hui, optimisent le parcours de soins du malade atteint donc au moins de FA, voire même de maladie thrombolique veineuse, en, disons, ayant une efficacité au moins égale, voire supérieure donc, en matière antithrombotique que les AVK, et surtout une sécurité en matière hémorragique. Ça n'efface pas le risque hémorragique, bien entendu, ça reste des antithrombotiques, des anticoagulants. Mais qu'en est-il maintenant dans la gestion des accidents qui sont inopinés en matière, donc, encore une fois, de sécurisation du parcours de soins? Est-ce qu'on va pouvoir réverser de manière plus rapide ces médicaments, puisqu'ils ont une demi-vie qui est plus courte que celle des AVK? Et en gros, est-ce que ce Graal qui est tant recherché, qui est l'antidote, est-ce qu'aujourd'hui, comme on a un antidote, vous le savez, et qu'on a d'autres qui sont en cours de développement, eh bien, est-ce que l'antidote va être finalement eh bien, la solution rêvée à ces situations gore? Alors vous vivez en 3 dimensions, regardez en 3 dimensions, un malade qui saigne est un malade qui a 3 raison de saigner. Hein, c'est une vision vraiment en 3D. Il faut penser au contexte environnemental. Il y a eu certainement une lésion qu'il faut aller chercher, ou un traumatisme qui a provoqué cela. Le malade a ses comorbidités, il a son terrain, et on l'a vu que plus le malade est à risque thrombotique, plus il sera à risque hémorragique, il ne faut pas rêver. Hein, c'est le même sentier avec 2 bords, un thrombotique, un hémorragique, et il parcourt les 2 niveaux de manière équivalente. Le Hasbled et le score Chasvas partagent les mêmes items. Et le traitement, bien sûr, le traitement antithrombotique qui, par définition, va perturber l'hémostase. Donc, ça ne va pas faire saigner, ça va prolonger le saignement. Hein. Il n'est pas responsable, mais il est facilitateur. J'ai du mal à vous... Tu les as épuisés, toi. Alors, que nous ont appris les AVK en matière de gestion, donc situation hémorragique, c'est que, le temps est très important. Le temps induit l'horreur. Donc il faut agir vite, bien sûr, surtout quand on a une hémorragie qui est grave et qui est dans un organe critique. Et surtout, deuxièmement, le mésusage. Car vous serez d'autant plus efficace que vous respecterez les recommandations et les indications. Et en matière d'AOD, je peux vous dire que dans 20% des cas, personne ne fait ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, en matière de prescription. Donc c'est dommage. D'autre part, les AOD nous ont montré, de manière donc randomisée, etc., ou même dans la vraie vie, dites les conditions réelles de prescription, que en situation hémorragique grave, eh bien, la mortalité est inférieure quand on est sous AOD, quand on est sous AVK. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que même en matière pronostique, l'AOD gagne même dans ces situations gore, avec une réduction pratiquement de 20% de la mortalité, ce qui est quand même très significatif. D'autre part, tu fais moins saigner au niveau cérébral, puisque le cerveau a des raisons de moins saigner sous AOD, je vous le dirai tout à l'heure si vous êtes sage, mais il y a moins d'hémorragie, mais surtout quand elles surviennent, elles sont moins importantes sous AOD. Et quand c'est petit, c'est gentil. Mais maintenant, il faut penser à C. C pour comprendre pourquoi le malade saigne. Colmater la brèche, il faut mettre son doigt, il faut suturer, il faut réparer. Corriger, bien sûr, les fuites. Rétablir en fait l'hémostase et surtout bien sûr compenser eh bien, les déséquilibres qu'on constate et ensuite contrôler l'évolution favorable du malade. Et ça c'est valable quel que soit le type d'antithrombotique, que ce soit de l'aspirine, du Plavix, de l'HBPM, de l'héparine non fractionnée ou de l'AVK et de l'AOD. Seulement on voit que ici, bon, si là voilà je l'ai, vous l'avez vu, ouais, bon. Seulement ici il y a écrit If you have a specific antidote, allez-y, antidoté. Donc, on a une option supplémentaire quand on est face aux AOD, c'est d'avoir un agent de réversion spécifique. Car il existe, maintenant, donc depuis pratiquement 4 ans, c'est l'idarucizumab. Et l'idarucizumab, qu'est-ce que c'est?
c'est un anticorps monoclonal qui est développé donc chez la souris, mais qu'on a humanisé pour optimiser sa tolérance immunologique. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus sexy, car lorsqu'on l'injecte chez le malade, il va attirer le dabigatran, qui n'est plus du tout donc lié à la thrombine, ou alors celui qui est libre ne va pas laisser lier à la thrombine, il va venir se coller à l'idarucizumab. Donc c'est un attracteur, un détourneur donc du dabigatran, qui ne va plus sur la thrombine, et donc on rétablit la compétence hémostatique et la capacité de la thrombine à faire son action donc prothrombotique. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, au congrès cet été donc, de l'ISTH, on a eu les données donc, finales de l'étude multicentrique prospective qui s'appelle REVERSE-AD, qui évaluait donc l'intérêt donc de l'idarucizumab chez des malades qui avaient pris du dabigatran mais qui saignaient la rage, ou des malades qui devaient bénéficier d'un geste chirurgical de manière donc urgente. Et vous voyez, donc il y avait pratiquement 500 malades, mais il a fallu pour ça 40 pays, 173 sites, donc quelque chose d'assez significatif, et au moins 2 ans donc, de travail pour avoir ce type de malade. Et ces malades recevaient un double bolus de 2,5 grammes d'idarucizumab en intraveineux. Et on a évalué l'impact de l'idarucizumab sur un critère qui est un critère biologique, qui est la normalisation du temps de coagulation spécifique, qui est le temps de thrombine diluée. Autrement dit, est-ce que l'effet dabigatran est gommé? Est-ce que la concentration de dabigatran disparaît? Et puis après, il y avait des critères secondaires qui étaient des critères plus cliniques, les événements thrombotiques, la mortalité, etc. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On voit que les malades, c'est des malades quand même âgés, ça vous rassure. Hein, il y avait des malades qui étaient plutôt nonagénaires, hein, donc la moyenne d'âge c'était 79 ans. Et c'est des malades qui avaient un rognon qui était altéré, bien entendu, et essentiellement de la fibrillation atriale pour 96% des cas. Et puis les malades avaient avalé le dabigatran en moyenne depuis au moins 15 heures, et ils avaient tous, 92%, un allongement donc du temps de coagulation, témoignant ainsi d'une prise effective de dabigatran. Les événements hémorragiques dans le premier groupe, étaient des événements hémorragiques majeurs qui mettaient en risque le pronostic vital pour 90% des cas, 30% post-traumatiques, mais surtout donc des hémorragies digestives. Hein. Attention, le bide donc, est quand même un organe critique en matière donc, de prise d'anticoagulants. Et bien sûr, le cerveau, qui était donc la deuxième raison donc, de ces situations hémorragiques sévères. En matière périopératoire, vous voyez que là, on avait tutti frutti. On avait essentiellement donc, de la chirurgie digestive, ça allait donc de la péritonite même à l'occlusion intestinale, ou alors donc une chirurgie orthopédique à haut risque avec les fractures, donc on vous a parlé des chutes, et puis la prise en charge cardiovasculaire, mise en place d'un stent ou éventuellement d'un pacemaker. Quoi qu'il en soit, dans les deux groupes, dans 99% des cas, eh bien vous avez une éradication, une neutralisation de l'effet dabigatran après le double bolus dans la minute qui suit. C'est la gomme à dabigatran. Et vous voyez que ça dure pendant 24 heures. Après, on voit réapparaître donc, eh bien, un peu de dabi chez certains patients. Donc, c'était superbe. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné en termes d'implication? Donc, quand on demande aux médecins, eh ben, comment étaient l'hémostase chez le malade gore qui venait, qui pissait la rage? Et donc là, ils ont analysé les 2 tiers de la population qui avait des saignements non cérébraux. Et vous voyez que dans ces cas-là, donc pour eux, en tout cas, 2h30 après, ils étaient satisfaits de l'hémostase. Seulement, 20% de cette population n'a pas pu être évaluée parce qu'on n'avait pas la localisation du saignement. Donc, il ne peut pas dire si l'hémostase était compétente puisqu'ils n'arrivaient pas à voir d'où le malade saignait. 20%, c'est quand même important. Mais surtout, eh bien, on n'a rien sur le cerveau, puisqu'il n'y avait pas eu d'évaluation radiologique prévue dans cette étude de ces malades, ce qui est quand même assez surprenant, mais j'espère qu'ils vont quand même gratter un peu pour nous donner ces informations importantes. Pour le deuxième groupe périopératoire, cette fois, ils ont demandé au chirurgien, alors, t'es content? Eh bien oui, dans 99% des cas, l'hémostase était tout à fait satisfaisante, voire très peu perturbée, donc ils étaient contents, ils n'étaient pas en situation particulièrement noyée. Mais dans les suites qui ont suivi, eh bien, on voit que les malades qui ont thrombosé, on en a 5%,
Pourquoi? Parce que dans les 3 jours qui ont suivi donc la prise de l'idarucizumab, eh bien la majorité des malades n'avaient pas eu de prophylaxie antithrombotique, alors que c'est des malades à risque thrombotique. Donc je pense que la gestion post-aiguë de ces malades pose question. Il faut certainement revoir la situation. Mais bon, 5% de thrombose à 1 mois, c'est pas grand-chose. La mortalité, eh bien on a une mortalité globalement qui est de l'ordre de 13% dans les 2 groupes à 1 mois. Et c'est essentiellement lié, bien sûr, aux comorbidités et à la fragilité de ces malades, car il faut dire que ces malades étaient quand même assez vulnérables. Et par comparaison, mais de manière tout à fait indirecte, quand on prend les données historiques des situations, encore une fois, aiguës de la mortalité à 1 mois sous AVK, elle est de l'ordre de 50% après une hémorragie intracrânienne, elle est de l'ordre de 30% après une chirurgie urgente. Vous voyez donc que ça n'a rien à voir. A priori, ce serait moins pire, comme diraient les mauvais parleurs. Maintenant, on a donné un bolus, un double bolus d'idarucizumab, on peut en redonner un autre si c'est nécessaire. Vous voyez que, en pratique, quand vous gommez, vous effacez le dabigatran qui est circulant, eh bien vous libérez du dabigatran qui est contenu dans le milieu extravasculaire avec une réapparition de dabigatran qui a été observée dans les jours qui ont suivi chez pratiquement 110 patients, mais seulement 10 patients ont ressaigné du fait de ces réascensions. Donc l'apparition de dabigatran de ce milieu extravasculaire n'est pas du tout synonyme de risque hémorragique systématique. En revanche, il faut être vigilant. Et donc, quand les malades ont ressaigné, ils les ont idarucizumabisés. D'accord ? Vous voyez ici, dans le groupe A, c'était des malades qui avaient quand même des concentrations significatives alors qu'ils avaient déjà reçu un premier bolus, donc ils partent de très haut. Pourquoi? Parce que leur rein est complètement sidéré, ça marche très mal. Et dans les malades qu'ils ont opérés, vous voyez qu'il y en avait qui étaient donc 2 sur 4 qui étaient en dialyse. Donc on comprend que ce qui est très important, c'est l'élimination rénale. Il faut rétablir la filtration glomérular chez ces malades, et ça sera également un élément qui contribuera, je pense, à un meilleur pronostic au plan hémorragique chez ces patients. Est-ce qu'ils ont reçu autre chose que l'idarucizumab? Pour pratiquement 2 tiers d'entre eux, eh bien, ils ont reçu essentiellement des culoglobulaires, parce qu'ils étaient anémiques, bien entendu. Très peu ont reçu du PCC, ces concentrés de complexes prothrombiniques qui sont donc aujourd'hui proposés. Très peu d'entre eux ont reçu cela. Et vous voyez que très peu d'entre eux ont reçu également de l'acide tranexamique, qui est un antifibrinolytique qui est très apprécié des anesthésistes, des bleeders, comme on dit. Et donc, encore une fois, ils ont eu une prise en charge qui est, somme toute, assez sommaire en dehors de l'idarucizumab. Donc, moralité, idarucizumab porte bien son acronyme IDARU, car si tu veux inhiber le dabigatran de manière avisée, rapide et urgente, c'est cet anticorps monoclonal que tu dois utiliser pour zigouiller le dabigatran. Un double bolus à 2,5. Ensuite, tu mets une prophylaxie, parce que si les malades sont au risque, il faut bien sûr le faire, et tu reprends l'oral dès que c'est possible. Donc, c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est toujours aussi simple? Non, on a toujours des situations particulières. Vous voyez ici, j'ai une patiente qui avait une EFA, qui avait du dabigatran, mais elle avait un cancer. Alors, cancer d'Abi, mésusage. Quoi qu'il en soit, cette malade est en insuffisance rénale aiguë, du fait d'une obstruction rénale sur l'iste tumorale, et donc elle pisse la rage au niveau hématurie, et donc on lui donne du CCP, et elle continue à saigner pendant 48 heures. Cette fois, il dit, c'en est assez, son rein ne va pas plus bien, le dabi est au plafond, hop, je vais l'idarucizumabiser. Et hop, elle plonge, et on voit qu'ensuite, eh bien, l'idaru recircule, bien entendu, avec des taux qui sont tout à fait significatifs, à 500 nanogrammes, mais elle saigne plus. D'accord? Donc, en gros, attention, la réversion non spécifique est insuffisante, on l'a vu, elle est même inefficace. Donc l'idarucizumab, lui, a arrêté le saignement, tari le saignement, mais il faut réévaluer donc la concentration de dabigatran dans les jours qui suivent, surtout si les malades ont un rein qui dysfonctionne. Ils ont levé l'obstacle, eh bien, ensuite on voit que la concentration de dabigatran, eh bien, progressivement a diminué parce que le rein s'est remis à fonctionner. Donc le deuxième bolus n'est pas nécessaire si cliniquement il y a une bonne tolérance. Et cette filtration par dialyse du dabigatran est possible parce qu'il est peu lié aux protéines plasmatiques, mais pour cela, vous voyez qu'il faut quand même dialyser à forte vitesse pendant au moins 4 heures pour réduire de 50% la concentration donc, de dabigatran. Donc, il faut associer à l'idaru, chez ces malades-là, une filtration, en tout cas une dialyse, une hémofiltration de manière à éliminer le dabigatran. Ça peut être intéressant. Pour les autres AOD, donc les anti-DISA, eh bien, il y a l'andexanet alpha, je vous en avais parlé l'année dernière, mais peut-être que vous avez déjà oublié, j'imagine. L'andexanet alpha, donc, qui est donc un facteur DISA recombinant humain, qui est complètement inefficace, qui n'est pas du tout prothrombotique, procoagulant, mais qui a juste la
particularité, lui, encore une fois, d'être comme un drag queen, donc d'exciter eh bien, l'anti-DISA et de l'attirer à lui pour libérer le DISA natif du patient qui récupère une capacité hémostatique. Donc en gros, là encore, c'est du détournement d'inhibiteurs. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ben, quand vous faites un bolus seul, ben, vous diminuez dans la minute qui suit donc l'effet anti-DISA, mais après vous voyez que vous récupérez très vite, en 1 heure, l'effet anti-DISA. Donc il faut faire un bolus plus une perfusion continue pendant 2 heures. Et donc, il y a eu donc l'année dernière donc la publication de l'essai Annexanet 4, qui était donc les résultats intermédiaires sur 50 malades, des patients qui recevaient du rivaroxaban ou de l'apixaban et qui avaient reçu dans la situation hémorragique gore, eh bien, cet andexanet alpha, c'est le facteur DISA recombinant humain, sujet qui était âgé bien entendu, FA ou thrombose veineuse, et avec un rognon qui était modérément altéré. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'après le bolus, eh bien, effectivement, ça diminue, mais ça ne diminue pas chez tout le monde. Vous voyez l'écart type, il y a une grande hétérogénéité chez ces malades, et puis ça remonte très vite à H4. Dès qu'on a arrêté la perfusion, donc au bout de 2 heures, eh bien, ça remonte. Bon, ça c'était sur des données biologiques, hein, sur des activités anti-DISA, mais globalement, eh bien, sur les situations hémorragiques, eh bien, les praticiens étaient satisfaits dans 80% des cas en disant que l'hémostase était satisfaisante. On demande à ce que cela soit bien sûr conforté de manière élargie parce qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Et toujours est-il que dans cette population, encore une fois, on a 15% de thrombose, vous voyez donc dans les jours qui suivent donc cette neutralisation, qui pose question certainement, et surtout on a 15% de mortalité, on retombe sur ce qu'avait montré donc... D'accord. Il va me faire saigner là. Maintenant, si vous n'avez pas d'antidote, eh bien, on vous propose des CCP à 50 unités kilo, bien entendu, ou le Novocéven et l'acide tranexamique. Donc, il y a des solutions, comme pour toute autre hémorragie sous antithrombotique. Et l'expérience clinique que nous avons de cette gestion a été rapportée par donc, un registre français qui montre que, globalement, les malades eh bien, ont reçu, dans 30% des cas, alors qu'ils étaient sous Dabi, Riva ou Apixaban et qui saignaient la rage, eh bien, ils ont reçu ces CCP et que, globalement, la mortalité elle est de l'ordre de 14% et on est satisfait dans pratiquement 40-45% des cas de cette hémostase apportée par cette réversion qui n'est absolument pas liée donc, à l'antidote qui n'a pas été testé dans le cas de ce registre. Donc là, c'est un peu l'aspect old school. Donc en conclusion, est-ce que c'est intéressant? Ben, je vous ai rapporté les données donc, des neurologues sur justement la différence AOD, AVK sur cette hémorragie intracrânienne, juste pour vous dire que les malades étaient aussi sévères, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que le pronostic est meilleur lorsqu'on est sous AOD que si on est sous AVK, et le volume est inférieur, et surtout la mortalité est diminuée de 30%. Donc je vous incite à lire ce papier qui est très très intéressant. Et ils ont fait une petite méta-analyse qui conforte effectivement que l'AOD optimise en situation gore cette gestion et que définitivement l'AOD ça veut dire anticoagulant à l'optimisation démontrée. Je vous remercie.